Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Alors à l'émission de ce jour, nous allons évoquer le devoir de mémoire et j'ai invité deux écrivains prestigieux. Pour nous parler du devoir de mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Mertens et Alain Berenbaum. Pour vous présenter tous les deux, je dirais que vous êtes tous les deux juristes, vous êtes tous les deux écrivains, vous êtes tous les deux chroniqueurs au soir, mais vous n'avez pas écrit les mêmes livres, bien entendu. Pierre Mertens, vous êtes très connu par Les Éblouissements, qui vient d'être réédité par les éditions du Seuil. C'est un livre qui a reçu de nombreux prix, notamment le prix Médicis en 1986. Et cette œuvre a fait l'objet d'un colloque important organisé par l'Académie royale de langue et de littérature de Belgique, dont vous êtes membre, colloque qui s'est déroulé en 2007. Alors, Alain Berenbaum, vous avez écrit de très nombreux livres, vous aussi, et vous avez le petit dernier. Vous allez aujourd'hui nous parler du petit dernier qui s'intitule « Mais si, malgré tout, point d'exclamation », ouvrage publié aux éditions Genèse. Pierre Mertens, pourquoi votre roman « Les Éblouissements » s'inscrit-il dans la mémoire ou dans le devoir de mémoire? Quels sont les éléments du livre qui établissent le rapport avec la mémoire? Vous savez, je crois que on pourrait dire que c'est une question de talent. Je n'ai aucune envie de le faire, c'est le manque de talent de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire stagne tellement, l'histoire se répète de façon tellement cruelle que, hélas, ce livre est resté vraiment d'actualité. Je crois que c'est le secret de cette réédition, c'est qu'on peut retrouver, en le lisant aujourd'hui, des choses qui n'ont pas pris une ride, des catastrophes qui n'ont pas eu le temps de vieillir, parce que si on parle du devoir de mémoire, c'est une expression qui m'a toujours un petit peu dérangé. Je me méfie d'une mémoire obligée. Je suis interloqué par une mémoire qu'on se devrait de retrouver parce qu'on l'aurait perdue. Je crois qu'il y a surtout un droit à la mémoire, et que c'est ce droit qui aujourd'hui est parfois bafoué, et que c'est ce droit qu'il faut défendre. Alors, dans votre roman, vous retracez le destin d'un personnage. Présentez-nous en quelques mots ce personnage. Il est assez original. Oui, pour le meilleur et pour le pire. En effet. Vous savez, la langue française regorge de mots doubles. Et je n'en dirai que deux pour parler de ce personnage. C'est le mot éblouissement. Il donne son titre au livre, parce que l'éblouissement, cela peut être aussi bien l'effarement émerveillé devant la beauté des choses, devant la grandeur du temps et de l'univers. Ça peut être aussi, hélas, l'extinction même de la vue. C'est la cécité, c'est le refus de voir les choses telles qu'elles sont. Donc le mot est complètement double et même antinomique. Et puis je pense à un autre mot, c'est trahir. On peut trahir, c'est-à-dire en s'abîmant soi-même, en renonçant à ses propres valeurs, mais trahir, c'est aussi montrer la vérité de soi. Vous voyez comme la langue française est astucieuse. Et je pense à ces deux mots, puisque Gottfried Benn, qui fut au début de ce siècle un très grand poète en Allemagne, qui fut un médecin des pauvres, un peu comme Céline, et on pourrait assez maladroitement, à mon avis, le rapprocher de Céline, et leur double dimension. À mon avis, ces deux personnages ne se ressemblent pas. Certes, Ben, malheureusement, a flirté un court instant avec le nazisme, alors qu'il était au départ un grand humaniste, un poète post-nietzschéen de toute grande valeur, un homme plein de compassion, de vigilance citoyenne, et qui tout à coup, ayant vécu la misère de l'entre-deux-guerres en Allemagne, a écouté, si vous voulez, un court instant, malheureusement un temps, mais c'est toujours trop long de toute manière, un court instant le chant des funestes sirènes national-socialistes. Alors comment est-ce qu'un homme aussi bien peut se tromper aussi lourdement? C'est le sujet de ce livre. J'aurais pu m'emparer d'autre que de lui. Lui, je l'ai fait à cause de cela, à cause de cette présence de l'humanisme médical, de la grandeur poétique, de l'attention aux morts et aux vivants, et à ce faux pas
à mon avis, inguérissable, ce faux pas irréparable. C'est lui-même qui le donne à penser, qu'il a commis, parce que c'est une menace qui peut peser sur des âmes d'élite et qui peut nous tomber dessus, à nous tous, quoi. Je veux dire, personne ne peut être épargné par le danger. Et donc c'est un personnage réel qui a vécu. Vous ne racontez pas des événements qui j'imagine sont beaucoup puisés dans la réalité. Vous savez, le romancier s'accorde ce privilège et en même temps cette audace de passer derrière le miroir. Aragon a parlé du mentir vrai, je crois que c'est une façon un peu forcée de dire les choses, mais qui explique bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire que parfois, nous ne nous retrouvons pas dans la peau d'un juge d'instruction ou d'un archiviste ou d'un historien des destinées individuelles. Parfois, nous sommes tenus de remplir les blancs d'une histoire pour la comprendre vraiment, et s'autoriser cet écart par rapport à ce qui serait la vérité littérale et parfaitement lisible. Et je crois que dans ce cas-ci, c'était indispensable de faire un roman avec cette histoire, à cause de la manière dont le monsieur en question a écrit sur lui un livre très juste, mais plein de silence, plein de lapsus, plein d'autocensure, et d'une certaine manière, je me suis attaché à remplir les blancs. Est-ce que vous lui reprochez cet aveuglement? Je ne suis ni juge, ni avocat, ni procureur. Je ne lui reproche rien. Je le donne à voir. Vous évoquez quand même le 14-18, Édith Cavell. Oui, je donne à voir des choses effrayantes. Bon, cet homme, qui par rapport, c'est mal conduit tout à coup au cœur, ou à l'avènement plus exactement de la Seconde Guerre mondiale, avait commis ce qui pour moi est un geste effarant, c'est qu'il a assisté comme médecin militaire sous la capote de l'armée impériale pendant la guerre de 14-18 à l'assassinat légal d'Édith Cavell au Tir national à Bruxelles, puisqu'il était à Bruxelles à ce moment-là. Ce qui m'a donné l'occasion dans le livre d'évoquer la Belgique et le Bruxelles occupé de l'époque. Et je ne comprends pas, évidemment, qu'un médecin, doublé en plus d'un grand poète, admette une chose pareille. C'est-à-dire qu'il faut imaginer cet homme face à un pilori où une femme a été clouée avec un bandeau sur les yeux et qu'il laisse 12 balles la transpercer pour constater ensuite simplement son décès. C'est un geste glaciaire, c'est un geste effrayant et totalement mortifère qui vraiment n'attire pas le respect. Et pourtant, c'est le même homme qui, de façon incroyablement zigzagante, effroyablement éparpillée, finit par se reconquérir. À la fin de la guerre, il va écrire 22 poèmes anti-hitlériens d'une violence et d'une cruauté absolue et presque inégalable. C'est le même homme. Donc il est venu à résipiscence. Oui et non, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas livré à cet exercice, au fond, assez commode et complaisant qui est l'autocritique. Quand il écrit Doppelleben, double vie, il ne demande pas d'excuses. Il donne il met à plat ce qui lui est arrivé, ce qui lui est advenu. Il dit, nous avons vécu autre chose que ce que nous étions. Je crois que c'est la phrase clé du livre. Et je crains que beaucoup de gens finissent par vivre le contraire de ce qu'ils sont. C'est ce danger qui guette n'importe qui, un citoyen lambda comme un grand poète ou un grand créateur, c'est comme ça. Et il faut savoir que ça peut arriver, et donc on n'est jamais assez vigilant pour se garantir de cette chose et pour s'en protéger. Il n'a pas su le faire, il ne s'en repent pas de façon pathétique ou en nous demandant, en faisant appel à notre mansuétude. Il ne nous demande pas pardon. Et je trouve que c'est très bien, c'est très digne. Il dit voilà, au fond, j'ai été un salaud, j'ai voulu à un moment donné assister à la fin de la pièce, comme il le dit crûment et cyniquement, parlant de la Seconde Guerre mondiale. Il n'était pas conscient de ce qui se passait dans les camps, Dieu merci, sans quoi je n'aurais pas pu m'y intéresser valablement. Il n'y a pas une ombre d'antisémitisme dans cette œuvre. Il y a simplement un consentement au pire et qui est inexplicable. Et parce que je crois qu'il y a des voyages au bout de la nuit dont on ne revient pas. Pour citer encore une fois Céline, il y a des maladies dont on ne peut pas guérir, dont on ne peut pas se guérir soi-même et dont aucun médecin ne peut vous tirer. Alain Berenbaum, votre livre s'intitule, alors il y a un mot qui est très fort, Messie malgré tout. Messie, voilà quelque chose d'interpellant et de très mémoriel.
Oui, d'autant plus qu'il s'agit ici du Messie de l'Ancien Testament, donc le Messie que vous baladez dans tous les pays du monde. Voilà, annoncé par les Juifs. Donc, il ne sait d'ailleurs pas, le Messie de mon livre, qu'il y en a un autre qui est arrivé entre-temps, on ne s'en aperçoit pas. Qui a eu un certain succès. Qui a eu un moment un certain succès, oui, c'est passé. Mais, c'est passé, croyez-vous. Et donc, il arrive aujourd'hui, en 2011, il commence par aller à Odessa, enfin il croit aller à Odessa rencontrer les Juifs parce qu'il y avait une grande communauté juive et une grande vie intellectuelle juive. Bon, il est un peu fâché avec le temps. Et donc, quand il arrive à Odessa en 2010 ou 2011, il se passe plus rien. Il y a un Juif encore qui tient une librairie et qui sait à peine qu'il est Juif. Et au départ, d'ailleurs, le Messie se trompe. Il va à Odessa et il tombe aux États-Unis parce qu'il y a aussi une ville qui s'appelle Odessa aux États-Unis et manifestement son GPS était un peu déréglé. Bon. Et donc, il va ainsi, en effet, passer de ville en ville en essayant de trouver des lieux symboliques, je dirais Cordoue, Bonn, Bruxelles aussi, pour terminer à Jérusalem. Est-ce qu'il est bien accueilli à Jérusalem? Alors, il est, en fait, partout, il est accueilli par des gens, chaque fois d'ailleurs, le regard qui est porté sur l'arrivée du Messie se fait à travers un personnage du lieu qui le croise, un journaliste à Odessa, un libraire à Odessa en Ukraine, un conducteur, un chauffeur d'autobus à Cordoue, bon, etc. Une vieille dame, une vieille juive à Jérusalem. Et au fond, tout le monde l'accueille avec gentillesse, mais on ne sait plus qui il est. La mémoire s'est effacée en quelque sorte. Et on accueille ce brave homme comme un brave homme, et même s'il essaye à certains moments de manifester qu'il est bien le Messie et qu'il a un important message à passer à l'univers, à la planète, aux hommes, ça n'intéresse plus personne. Ce message ne résonne plus et plus rien au fond de ce qu'il représente ne résonne. Chacun est occupé avec ses petites affaires et ce qu'il promet au fond apparaît plutôt comme la catastrophe. Par exemple, quand il arrive à Jérusalem, il promet le réveil des morts, et c'est un désastre. Enfin, quelle idée, en quelque sorte. Bon. Quelle faute de goût. Et quelle faute de goût. Et donc, en passant ainsi, en faisant ainsi le tour de 10 étapes du Messie, et le lecteur marche ainsi derrière son âne, parce que l'âne du Messie a beaucoup d'importance dans ce livre. Il est le fil rouge du livre, et finalement le plus sage peut-être de tous les personnages. C'est terrible ça, c'est l'âne qui est le plus sage. C'est l'âne qui est le plus sage. C'est pas la réputation qu'il a d'ordinaire. Voilà, mais c'est parce que je suis scarbécois à mon avis, et que l'âne est le symbole de Scarbeck. Ça doit être ça. Dans mes gènes, je suppose que ce truc est resté. Et donc, ce Messie, au fond, est un peu ce gentil Messie, est un peu, qui rencontre des braves gens, mais pas du tout des salopards, est un peu le symbole d'une mémoire qui s'efface continuellement. On n'est plus que sur le dernier événement, sur la dernière personne qui a causé, et c'est ainsi qu'on se promène dans le monde. Mais les personnes qui professent la religion hébraïque attendent encore, vous dites ils ont oublié, mais ils attendent encore le Messie. Oui, mais si je suis bien informé sur la religion hébraïque. Oui, oui, d'après mes informations également, mais c'est devenu une chose totalement théorique. C'est ça. C'est la prière qui fait que demain on ira à Jérusalem. On y est physiquement, mais ce n'est pas cet Israël-là. Comme le Messie est devenu un personnage rêvé. Alors que c'est vrai que rêvé, voilà. Alors que pendant des siècles, les Juifs de la diaspora ont physiquement attendu le Messie, au point que un certain nombre de personnages dans l'histoire se sont présentés comme des Messies au XVIe, au XVIIe siècle. Et chose extraordinaire, certains d'entre eux, je pense à Sabbatai Zevi par exemple, ont été reconnus comme Messie par des rabbins très bien sous tout rapport, et qui ont entraîné, certains d'entre eux ont entraîné des milliers de Juifs derrière eux à retourner vers la terre promise,
pour enfin créer le Israël mythique des prières. Sabata Zevi, c'est un magnifique exemple. C'est un homme qui devait avoir un charisme, comme on dit aujourd'hui, extraordinaire, puisqu'il est parti en terre promise. Quand il est arrivé, les représentants des Turcs lui ont dit « Mais attendez un peu, vous êtes chez nous ici ». Si bien que Sabata Zevi a finalement terminé à la cour de, comment disait-on, l'empereur du sultan d'Istanbul, converti à l'islam. Il y a dans vos deux romans, en arrière-plan, le judaïsme. Et la mémoire. Et la mémoire. Et l'effacement de la mémoire. Et la menace de l'effacement de la mémoire. Je n'y avais pas songé avant d'entrer sur ce studio, mais ça m'apparaît tout à coup évident. C'est-à-dire que l'amnistie résonne, l'amnistie des choses, que ce soit en termes de droit ou en général, ça rime drôlement avec l'amnésie. Donc l'effacement de la mémoire, c'est le danger majeur qui nous quête, qui nous menace. Et bizarrement, dans deux livres aussi différents que ceux-là, le thème apparaît, avec sa charge, avec et ce côté incurable, ce côté particulièrement difficile à surmonter. Et vous êtes tous les deux impliqués dans le concret, dans pas tout à fait par hasard. Dans ce devoir, j'imagine. Alors expliquez-nous un petit peu la situation, Pierre Mertens, dans laquelle vous êtes l'un et l'autre impliqués. Bien, écoutez... C'est surtout Pierre qui y est. Oui, mais vous êtes à l'environnement, vous avez un avocat dit quand il parle de son client, donc oui. je est un autre, enfin bon. Mais c'est pas par hasard que, me retrouvant en difficulté, attaqué par un personnage notable de la vie historique de ce pays, pour l'avoir qualifié dans le journal Le Monde, il y a un peu plus de 3 ans, de négationniste, je me sois tourné vers mon avocat pour... finalement, je veux dire, accomplir un voyage à travers cette histoire, qui n'est pas une histoire tout à fait anodine, parce que le négationnisme, pour moi, c'est vraiment ce qui empuantit l'air du temps. Le négationnisme est une chose étrange, puisqu'elle nie l'évidence. Vous apercevez qu'il est plus facile à certaines personnes de nier la monstruosité d'un crime collectif et d'un génocide, de l'Holocauste, de la Shoah, pour lui donner le nom définitif que l'histoire lui aura prêté, qu'un crime individuel. Il est plus facile de dissimuler l'énormité d'une faute qu'un cadavre dans un placard. Et c'est ce qui fait que certains révisionnistes, qui sont pires que les pires des révisionnistes, puisqu'ils nient l'évidence absolue du crime absolu. Pourtant, il y a des milliers, des millions de preuves. Oui, mais vous devez vous rendre compte que l'esprit humain est capable de cette énormité. Que plus c'est gros, plus ça passe. Ça passe ou ça casse, et malheureusement, quelquefois, ça passe. Et même dans des démocraties banales, des régimes sans problème, et tout à coup, on s'aperçoit que même des intellectuels savants savourent ce genre de paradoxe ignoble. Qu'il aurait possible, à mon avis, c'est une forme de vanité particulière, de goût d'un paradoxe monstrueux, que de nier ce qu'il y a de plus évident. Donc, plus ce qu'on nie est énorme, plus qu'on risque, le samedi soir, entre la poire et le fromage et entre amis, d'épater son monde. Il y a un côté snob, il y a un côté horriblement mondain dans cette attitude. Et malheureusement, aucune intelligentsia occidentale n'a été épargnée par le mal. Et ce n'est pas un crime d'hier, c'est un crime d'aujourd'hui et qui peut se reproduire demain. De très beaux esprits, je pense à Noam Chomsky, par exemple. Noam Chomsky n'a pas hésité à, tout en n'ayant même pas lu les travaux de M. Forisson, au nom de la liberté d'expression, ce qui est un leurre absolu, parce que la liberté d'expression n'est pas illimitée, parce qu'aucun droit de l'homme pratiquement ne l'est, et que donc un droit de l'homme peut tout à coup, dans son exercice, en bloquer un autre, en interdire l'exercice d'un autre. M. Chomsky, il y en a eu d'autres, des gens très respectables, tout à coup, volent au secours d'hommes qui se permettent de dire n'importe quoi sur le pire du monde. Et voilà, je crois que c'est une maladie mortelle. Je pense que ce qui est... Oui, mais cette étape-là, en quelque sorte, est presque historiquement dépassée. Et je pense que le grand intérêt de l'affaire ici, c'est qu'on en est plutôt à une définition plus subtile, voilà, à une définition plus subtile de la négationnisme qui est la minimisation. Parce que bon, le négationnisme, si vous voulez, dans son sens frontal, le président de la NBA on nie farouchement la Shoah. Bon, c'est frontal,
c'est tellement bête. Mais c'est pas ça qu'il a fait, lui. Non, non, absolument. Voilà, c'est tellement c'est pas bête. ça qu'il a fait. C'est tellement bête qu'à la limite, on ne s'y essaye plus. Mais il y a une manière de le faire en sourdine, de le faire en catimini, Qui est plus subtil. de le minimiser. C'est ça. La loi de 95, dont s'honore la Belgique, est une loi dite mémorielle, c'est un très beau mot pour dire quelque chose de réel. La loi du 23 mars 95 en Belgique dit que non seulement la négation de la Shoah, mais sa minimisation, je dirais presque sa sous-estimation, son édulcoration, c'est déjà du négationnisme. C'est du négationnisme par omission, en quelque sorte. C'est du négationnisme feutré, soft, dirait-on. Et c'est aujourd'hui, je crois, la maladie qui nous guette. Donc, il y a moyen peut-être d'enrichir la jurisprudence sur la répression du négationnisme par quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il n'y ait pas le déni seulement absolu d'un crime affreux, c'est qu'une certaine façon d'insinuer par la bande, façon très vicieuse, comme ça, très perverse, voilà, que ce n'est peut-être pas tout à fait ce qui s'est passé. Vous savez qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire que la fondation de l'État d'Israël n'avait pu se faire que parce qu'Israël avait inventé la Shoah, comme pour légitimité sa naissance au monde. C'est quand même une chose extravagante, on ne peut pas être plus extravagant que ça. Donc on peut très bien ne pas être inconditionnel des comportements de l'État d'Israël sans aller jusqu'à nier le droit à l'existence de cet État qui, sur le plan d'histoire, a enrichi vraiment l'épopée occidentale de manière considérable. Et tout à coup, simplement, je crois qu'il y a un moment où minimiser, c'est déjà nier. Il y a déjà du déni absolu et de la négation dans ce qui n'est en apparence qu'une espèce de façon de le traiter comme une chose banale, normalisable. La normalisation du pire est la pire des choses qui puissent nous arriver. Et vous dites les crimes contre l'humanité sont Voilà. imprescriptibles. Vous avez d'ailleurs écrit Une thèse. un ouvrage sur la, Il sur, faut sur croire la que je suis question. conséquent avec moi-même. Heureusement, Pierre Mertens. Et que comme chez mon ami Alain Berenbaum, le droit et la littérature font bon ménage, puisque dès 1974, en même temps que j'écrivais un roman qui s'appelle Les bons offices, et qui traite de la guerre fratricide entre Israël et ce qu'on a appelé les pays du champ de bataille, et où je présente un personnage qui est déchiré parce que c'est un drame où tout le monde a raison et tort à la fois, eh bien en même temps j'écrivais une thèse sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre, c'est-à-dire sur le fait qu'on ne peut pas traiter le crime contre l'humanité et le génocide comme des crimes de sang ordinaires. En 1965, on était menacé par l'irruption de la prescription. On n'aurait plus pu poursuivre comme Simon Wiesenthal ou les Klarsfeld ont invité à le faire avec tellement de brio, les crimes nazis et ceux des collaborateurs. Tout allait s'arrêter au point tel que quelqu'un qui l'aurait rappelé aurait pu être lui-même répréhensible et punissable. Eh bien non. On a décidé que certains crimes échappaient à cette échelle normative, qu'ils étaient tellement immenses par nature que non seulement on pouvait les punir rétroactivement, donc le thème de la non-rétroactivité de la loi pénale, qui est pourtant un thème sacro-saint dans le droit, eh bien n'était plus valable dans ce cas-là, et on pourrait encore aujourd'hui condamner des gens pour ce qu'ils ont commis en 40-45, et ce n'est que normal. Il y a des crimes qui dépassent l'entendement. Et si vous voulez, un crime contre l'humanité, c'est un crime qui pénalise l'humanité entière, qui à travers le massacre d'un peuple ou des éléments d'un peuple s'en prend à l'humanité comme telle. Et pour cela, sur le plan moral, il n'y a probablement pas de pardon. Encore le pardon est-il un problème de conscience individuelle que chacun résout pour lui-même, mais il n'y a pas d'effacement possible sur le plan légal. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on en a parlé, c'est que le procès, la cause qui vous oppose à un homme politique du nord du pays, cette cause risque d'être prescrite. Expliquez-nous un petit peu la situation, ce n'est pas maître. d'une mince ironie que quelqu'un qui a voué son effort d'étudiant en droit à l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité se retrouve prescrit. D'abord, un juriste qui devient justiciable, c'est toujours un peu drôle. Ça m'est déjà arrivé une fois, puisqu'une branche de la famille royale a cru devoir me faire un procès sur un terrain en plus du roman et donc de la liberté d'expression. Vous voyez comme tout cela finit par faire un ensemble un petit peu abracadabrantesque. Et cohérent. Et en même temps cohérent. C'est-à-dire que le romancier, chez moi, ne fait qu'annoncer ce que le juriste finit par énoncer, et vice-versa. Il y a une course relais entre nous. Mais ici, la question risque d'être prescrite, maître Berenbaum. Oui, mais croyez bien que grâce à ce procès, et Dieu sait si je ne l'ai pas attendu ce procès, si je ne l'ai pas espéré, si je le trouve aberrant,
Parce que cette question aurait pu être vidée dans l'aula d'une université, sur un campus. On aurait pu en débattre entre gentlemen. Traduire en justice pour ça, je trouve pas ça très digne. Je trouve pas ça. Demander à un intellectuel de répondre de ses jugements moraux, je trouve que c'est pas dans un prétoire que ça doit se traiter, pas plus devant une cour d'assises que devant un tribunal correctionnel. On aurait pu vider cela sans ce duel judiciaire. Mais le problème, c'est que le duel judiciaire ayant lieu, s'il était prescrit, ce serait affligeant. Et c'est un paradoxe de voir un justiciable ne pas se réjouir de ce qu'on lui reproche soit prescrit. Mais je ne m'en réjouirais pas du tout. C'est au moins ce qui me lie à mon accusateur, parce que cette effrayante question du devoir de mémoire par rapport à la vérité judiciaire sur un génocide, une fois de plus en Belgique, ne serait pas vidée comme un abcès. Et je trouve que cela devient incroyable qu'après tant d'années, cette question ne surgisse pas sur le théâtre judiciaire en bonne et due forme, parce que cette pièce de théâtre assez macabre mérite une issue. Et je prends le risque qu'elle ne me soit même pas favorable. Mais pour ces faits de presse, le délai de prescription est très court, est étonnamment très court, et la cause va devant la cour d'assises, pas devant un tribunal correctionnel. C'est une loi qui date de 1831, décret sur la presse, qui a prévu que tous les délits en matière de presse commis par la presse passent devant la cour d'assises, avec cette conséquence absurde, en réalité non voulue bien sûr par le législateur de l'époque, c'est que il n'y a plus de procès de presse en Belgique pratiquement depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y en a eu un depuis 1945 et qui a tourné court d'ailleurs, parce que tout simplement il n'y a pas moyen d'organiser une cour d'assises. Donc on ne saura peut-être pas qui de Pierre Mertens ou de son contradicteur a raison. Nous soutenons le contraire et que la prescription n'est pas acquise. D'accord. Ben, nous verrons dans les prochaines semaines ce qu'il en adviendra. Un tout dernier mot très court, Pierre Mertens, si vous voulez dire quelque chose. C'est-à-dire que quelle que soit l'issue de ce procès, je crois que par bonheur, et je crois que mon avocat et ami Alain en conviendra, il y a eu un déclenchement dans l'opinion, il y a un dialogue sociétal qui s'est noué. Nous multiplions les prises de parole, pas du tout pour dilater cette affaire ou lui donner des proportions qui nous paraîtraient à nous-mêmes démesurées, mais pour réveiller peut-être une certaine attention citoyenne sur cette question, parce que je crois que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Elle n'est pas réductible, et ce que nous combattons, c'est la sous-estimation et la réduction. Eh bien, merci, je vous